camarades, à la fois merci et en même temps, je dois vous dire une chose. C'est une bien mauvaise habitude d'applaudir les gens avant qu'ils aient parlé. Donc, attendez la fin peut-être, et à ce moment-là, vous aurez peut-être de bonnes ou de mauvaises raisons de m'applaudir. Mais en tout cas, je voulais vous remercier d'être à la fois si nombreux et si nombreux pour cette nouvelle édition de notre campus à Blois. Et pour tout vous dire, même si les vacances après cette année de campagne et cette rentrée parlementaire étaient en réalité attendues, je dois vous dire qu'il y avait une certaine hâte de ma part à vous retrouver, tant il me semble que la période suppose notre pleine et entière mobilisation. Je souhaite évidemment remercier Marc Grécourt, le maire de cette ville, pour son accueil chaleureux, amical. Et c'est vrai que Marc, tu as tout fait pour que nous nous sentions ici chez nous, à tel point que c'est vrai, maintenant on se croit chez nous. Merci à Karine Gloanec-Morin, qui a présidé, comme chaque année, cette édition, et oui, vous pouvez applaudir l'un comme l'autre. Et Karine, elle transmet toujours son enthousiasme, sa passion et sa bienveillance, et donc c'est toujours avec charme et avec grâce que tu nous accueilles, et c'est toujours formidable, donc merci Karine. Voilà. Je veux remercier Carole Delga, qui est partie parce qu'elle devait partir à d'autres rendez-vous, mais qui a présidé les travaux de la FNESER, et c'est une très belle édition avec nos élus. Et je veux, même si ça a déjà été fait, redire mon amitié et mes remerciements vraiment chaleureux pour celles et ceux qui, parmi nos partenaires, ont fait à nouveau le chemin de Blois, dans un moment qui, effectivement, permet peut-être, dans une atmosphère différente des fois précédentes, de nous retrouver, mais leur dire que nous apprécions particulièrement leur engagement à nos côtés depuis longtemps. Et donc, merci, chère Clémentine. Merci à Alexis Corbière, qui n'est plus parmi nous, mais qui était là ce matin avec Loïc Prudhomme. Merci à Yannick Jadot, qui lui aussi est reparti. Merci à Claude Gruffat pour le Parti communiste. Merci à Aurore Laluc, qui est notre députée européenne, avec celui qui, demain, sera certainement l'un de ceux qui concluront ce campus par son témoignage au retour d'Ukraine. Je veux saluer Raphaël Glucksmann. Je veux saluer également le Parti socialiste européen, pas seulement parce que chaque année, il aide au financement de ce campus. Ce serait déjà en soi une bonne raison, mais je veux les remercier pour leur soutien. Et peut-être vous rappeler quelque chose qui a échappé à beaucoup. À un moment où certains cherchaient à nous opposer entre socialistes et notamment insoumis sur la question européenne, le PSE avait pris position très clairement en faveur de cet accord de la NUPES. Et je veux les remercier donc pour leur soutien. Remercier nos amis René Repazy du SPD, Andrzej Sejna, vice-président du New Left polonais, les représentants aussi de la société civile et les intellectuels pour leur contribution à nos débats. Vincent Tibéry, Frédéric Gilly, Dominique Sopo, Pascal Brice, Anne-Lorraine Bujon, Claire Toury, François Perret, Tariq Touaria, Dominique Courance, Sébastien Rocher, Chloé Ridel. Et puis, je veux évidemment remercier avec à la fois affection, mais aussi une immense reconnaissance, celles et ceux qui font vivre nos valeurs, nos principes, à la fois à l'Assemblée, derrière notre nouveau président de groupe, Boris Vallaud, que je salue, derrière Patrick Caner au Sénat, derrière Sylvie Guillaume au Parlement européen, et
remercier aussi celles et ceux qui, dans les territoires, font vivre l'ensemble de nos régions, départements, mairies. Alors, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas tous les citer, mais je cite simplement celles que je vois et qui, ce soir, les représentera tous. Je veux saluer mon amie Johanna Roland. Last but not least, comme disent les anglo-saxons, je veux aussi saluer, parce que vous me saluez beaucoup, ça me touche évidemment, mais un premier secrétaire, ce n'est jamais que le premier des secrétaires. Et il y a avec moi une équipe de secrétaires nationaux, femmes et hommes de talent, parfois jeunes, ça a été dit, souvent jeunes, de plus en plus jeunes, ce qui fait qu'on se sent nous autres de plus en plus vieux. Mais dire que sans cette direction nationale, eh bien, rien n'aurait jamais été possible. Et tout ce qui m'est attribué, en réalité, doit l'être à cette équipe formidable qui est un soutien indispensable et avec laquelle je travaille en parfaite confiance maintenant depuis 4 ans. Alors, nous avons passé ensemble 2 jours à réaffirmer pour qui et avec qui nous voulions nous battre. Nous l'avons fait en prenant soin de tirer les enseignements de la séquence électorale qui vient de s'achever et qui continue de bouleverser l'échiquier politique. Et nous avons esquissé ensemble les différentes façons de mener ces combats pour tous et partout. Nous en avons débattu en toute franchise, en nourrissant la discussion de tout ce que nous avions vécu, mais aussi de nos doutes, de nos espérances, avec nos convictions, nos attentes, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais je veux d'ores et déjà vous redire merci à toutes et tous qui êtes ici. Parce que j'aurais dû commencer par vous, comme nous y invitait hier Frédéric Gilly. Parce qu'il y a celles et ceux que l'on connaît, celles et ceux qui passent à la télévision, celles et ceux qui ont parfois l'honneur, moins souvent la gloire. Mais il y a aussi celles et ceux qui, de manière complètement désintéressée, qui n'ont jamais rien demandé, qui n'ont jamais rien obtenu, qui n'ont jamais été remerciés que par la victoire des autres, et qui l'ont fait parce qu'ils ont le sentiment que ce sont leurs valeurs, leurs principes, qui sont défendus par d'autres qu'eux. Je veux donc vous remercier, vous toutes et tous, militantes et militants, qui nous avez permis de traverser toutes les tempêtes et de rester ce que nous sommes. Merci à toutes et tous du fond du cœur. Alors, chers camarades, dans quel contexte évoluons-nous ? Les défis qu'affronte notre pays, notre continent et même la planète entière sont abyssaux. L'accélération des effets du changement climatique, la guerre en Europe, les tensions internationales, le retour d'une inflation structurelle, la défiance démocratique, la montée des obscurantismes et des nationalismes, tout se conjugue et s'entretient. Notre souveraineté sanitaire a été interrogée par la crise de la Covid. Notre souveraineté alimentaire est maintenant fragilisée par le réchauffement climatique. Notre souveraineté énergétique est-elle mise en défaut par la guerre en Ukraine? L'avis de tempête est lancé. Et hélas, face au grand dérèglement, je dis hélas, face au grand dérèglement, tout appel à un changement, à une bifurcation, à des ruptures, si nous ne voulons pas entraîner le monde dans le chaos. Et c'est là que je devrais plutôt glisser mon hélas. Hélas,
le président de la République, celui qui a été réélu, n'a ni cap clair, ni majorité absolue. Et même, si cela ne vous inquiète pas vraiment, mais qui pourrait l'inquiéter lui, dans le bateau présidentiel, il y a déjà beaucoup de chahuts avec un équipage qui est autant préoccupé par l'intérêt des Françaises et des Français que de savoir quel est le quartier maître qui pourra un jour remplacer à la barre le capitaine. Réélu sans véritable programme, il s'appuie sur une doctrine qui n'a, hélas, aucune des réponses aux défis qui se posent. Tout ce qu'il faudrait faire est étranger aux néolibéraux, à leur conception des rapports économiques et sociaux. Réguler, corriger, redistribuer, planifier, aucun de ces verbes n'appartient à leur vocabulaire. Aucun. Si je continue dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est aussi pour évoquer, là encore, hélas, l'entrée en force de l'extrême droite au Parlement. J'y reviendrai. De notre côté, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale a permis de renforcer l'opposition et d'assurer à toutes ses composantes une représentation parlementaire. Mais là aussi, soyons lucides. Nous avons ensemble réveillé une espérance, c'est vrai, mais nous n'avons pas non plus remporté cette élection. La promesse du premier tour s'est pour une large part évanouie au second, du fait de la fusion dans les urnes des électorats de la droite et de l'extrême droite. L'appel à un troisième tour a permis de maintenir en partie l'attention sur les élections législatives, mais disons là aussi les choses, l'objectif n'est pas atteint. Notre projet partagé n'a pas triomphé du doute. Il faut donc, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, faire mieux. Il y a d'abord une bataille culturelle à engager. J'en veux pour preuve la mauvaise querelle sur l'assistanat qui est désormais reprise par l'ensemble des droites jusqu'à l'Élysée. Les bénéficiaires du RSA ne sont plus les victimes d'un système qui ne leur a pas laissé de place, mais décrits comme les paresseux qui vivent au crochet de la société. Alors, je sais bien que, m'opposant à ce discours, je ne risque pas la popularité. Mais je voudrais malgré tout que chacun, au-delà de nos rangs, entende ce que j'ai à dire. Il est exact que ceux qui travaillent ont des revenus qui ne les distinguent pas assez de celles et ceux qui vivent des revenus de solidarité. Mais ce n'est pas parce que le montant des aides est trop important. C'est parce que celui des salaires est trop faible. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir aujourd'hui un salaire minimal qui est en réalité si proche du seuil de pauvreté. Et puisque nous invoquons aujourd'hui la mémoire de Léon Blum, revenons ensemble à ce qu'il appelait la République du travail. La République du travail, c'est d'abord celle des travailleurs. J'entends les droites, oui, je les entends, ça m'arrive, je les écoute même, clamer hypocritement leur volonté de défendre la valeur travail. Mais quelle valeur lui accorde-t-il s'il n'est pas correctement rémunéré? La République en marche, Agir, le MoDem, LR et le RN ont rejeté dans un même mouvement, dans un vote commun, l'augmentation du SMIC à 1 500 € que nous avions défendu tous ensemble. Et au moment où l'inflation s'installe durablement et menace de dépasser toutes les prévisions, je veux rappeler à ceux qui se croient, qui se disent les rigoureux, les bien-pensants, qui en relativisent les conséquences, il en est. Eh bien, cette hausse des prix, elle frappe d'abord les produits de première nécessité. Énergie, alimentation, logement.
Les effets de l'inflation sont donc beaucoup plus puissants pour les ménages modestes. Et derrière les moyennes se cachent de profondes inégalités. Alors, chers amis, chers camarades, qu'est-ce que nous défendons quand nous défendons la République du travail? La République du travail, c'est d'abord un salaire qui permet de vivre dignement et de faire vivre dignement sa famille. La République du travail, c'est partager le pouvoir dans l'entreprise pour partager la richesse avec 50% de salariés dans les conseils d'administration en face de celles et ceux qui représentent le capital. La République du travail, c'est la protection contre les accidents de la vie professionnelle en maintenant un régime puissant d'assurance chômage. La République du travail, c'est reconnaître qu'à travail égal, le salaire doit être égal, quel que soit son genre. La République du travail, c'est refuser la régression des droits des salariés par l'ubérisation de pans entiers de l'activité. La République du travail, c'est le droit au repos dès 60 ans, à commencer par celles et ceux qui ont travaillé tôt et celles et ceux qui s'usent en exerçant un travail pénible. La République du travail, c'est de refuser que la rente soit désormais moins imposée, justement, que le travail. Et que nous proposent les droites? Des salaires qui augmentent moins vite que l'inflation, des nouvelles restrictions chaque semestre maintenant pour obtenir le bénéfice de l'assurance chômage, la passivité sur les inégalités salariales, le refus d'accorder aux nouveaux esclaves ubérisés la présomption de salariat que pourtant notre camarade Nicolas Schmit à la Commission européenne propose à tous les Européens, le recul de l'âge légal de départ à la retraite, le maintien de la flat tax qui privilégie les revenus de la spéculation sur ceux de l'activité. Alors, je le dis en notre nom à tous, nous ne laisserons rien passer sur tous ces sujets. Nous reviendrons au Parlement ensemble, toute la gauche et les écologistes. Nous tendrons effectivement la main à la majorité relative. Et nous verrons bien quel contenu ils donnent à leur progressisme. Progressisme qui ressemble à s'y méprendre au réformisme, mot capté à l'époque par Édouard Balladur et qui était là pour emballer ses projets les plus régressifs. Mais que chacun le sache, ici et ailleurs, rien de notre part ne sera voté contre les travailleurs, les salariés, les employés, les artisans, les agriculteurs, les indépendants, sans la complicité des droites et de l'extrême droite, parce que nous n'en serons pas. Il y a aussi, chers camarades, un débat qu'il faut ouvrir. Un débat sur le partage de la valeur ajoutée, qui ne peut plus être ignoré. Je vois depuis quelques jours les uns et les autres, les ministres, s'approcher des caméras de télévision et les uns après les autres venir nous expliquer, très churchillien, que les temps appellent de la sueur et des larmes. Mais leur sueur et leurs larmes, elles sont toujours pour les mêmes. Les chiffres sur les super-profits sont éclairants, comme le rejet par le gouvernement de l'amendement que nous avions déposé avec l'ensemble de nos partenaires sur la taxation des super-profits et qui était défendu pour notre groupe par Christine Pires-Beaune, que je salue. De même, en 2021, le CAC 40 a fait exploser son précédent record qui datait de 15 ans. Je ne sais même pas si ici quelqu'un peut comprendre ce que représente ce chiffre. 174 milliards d'euros de bénéfices dans l'année qui s'est écoulée. Du jamais vu. Mais pour le gouvernement, il est surtout urgent de ne rien exiger.
C'est Bruno Le Maire qui le répète sur tous les tons. Il faut se garder, je le cite, plus que tout, d'augmenter les impôts. Ce qu'il ne nous dit pas, ce qu'il ne vous dit pas, mais que révèle l'OCDE, cette officine gauchiste bien connue, c'est que la part des recettes de l'État pesant sur les individus a doublé en 30 ans. Et qu'elle pèse aujourd'hui 22%, là où elle pesait 11% seulement il y a 30 ans. Et pendant ce temps-là, la part de l'impôt sur les sociétés, elle a baissé. Les entreprises et leurs actionnaires ont bénéficié au cours de ce quinquennat des largesses innombrables du gouvernement. Je les cite rapidement: fin de l'ISF, allègement de la fiscalité sur les dividendes, avec la flat tax, réduction de 8 points de l'IS, baisse des impôts de production. On nous annonce déjà la suppression de la CVAE, n'en jetez plus. Et les patrons, les grands patrons, utilisent le bouclier des PME pour légitimer leurs demandes. Mais là aussi, je voudrais vous donner quelques chiffres parce qu'ils sont éclairants et qu'ils disent que dans le combat que nous menons, eh bien, y compris les chefs d'entreprise des PME et TPE devraient nous rejoindre. Parce que les PME et les TPE dans notre pays, les 197 000 TPE et PME, ont un taux d'imposition réel parce qu'ils n'optimisent pas, parce qu'ils n'ont pas une armée de fiscalistes, parce qu'ils n'échappent pas à l'impôt. Eh bien, ces 197 000 entreprises ont un taux d'imposition réel qui est supérieur de 7 points aux grandes entreprises. Alors oui, il faut bouger, exiger. Le président nous a dit que le temps de l'abondance est terminé. Mais pour qui avait-il vraiment commencé? Certainement pas. Merci. Certainement pas pour les 10 millions de nos concitoyens. Au passage, je le dis, 10 millions de nos concitoyens, c'est l'équivalent de la population d'un pays comme le Portugal. Eh bien, pour 10 millions de nos concitoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, je ne sais pas à quand a commencé le temps de l'abondance. Et j'aimerais savoir aussi, dans l'esprit du président, pour qui est-ce terminé? Parce que ce que nous observons cette semaine, c'est que les entreprises du CAC 40 n'ont pas hésité à partager les fruits de leur moisson exceptionnelle avec leurs actionnaires. Alors que Et même, on nous dit toujours, les Français, les pauvres, c'est toujours à pleurnicher, mais la réalité, c'est qu'en France, nous battons même des records parce que nous faisons encore mieux que tous les autres pays. Alors que la moyenne des autres pays a été une hausse de 11%, en France, c'est le triple. 33% d'augmentation des dividendes en un an. Qui peut accepter que pendant que les Français sont appelés à la sobriété, ce soit l'ébriété générale dans le CAC 40? Eh bien, je le dis, pas nous, parce que face à cette scandaleuse explosion des inégalités, j'ai proposé hier que l'ensemble des parlementaires de la nouvelle Union populaire écologique et sociale déposent à la rentrée parlementaire un projet de référendum d'initiative partagé. Français, êtes-vous favorables ou non à la taxation des super-profits pour vous rendre du pouvoir d'achat et engager la transition écologique? Et nous verrons alors quels sont les députés, les sénateurs courageux, prêts à joindre leur signature à celle de la gauche. Et avec toutes celles et ceux qui partagent l'objectif, nous irons ensemble collecter les signatures des Français et nous créerons le rapport de force. Nous forcerons la porte que le gouvernement se refuse obstinément à ouvrir, alors que partout en Europe, les gouvernements s'y emploient, jusqu'à l'ONU, où le secrétaire général Antonio Guterres a exhorté
tous les gouvernements à taxer les profits excessifs et à utiliser les fonds pour les personnes les plus vulnérables. Ce combat, nous pouvons le remporter dès à présent par notre mobilisation de l'opinion, comme nous avions su le faire avec déjà la gauche rassemblée contre la privatisation d'ADP. Bien sûr, comme chaque fois, les obstacles se multiplieront, les intimidations comme les opérations de séduction. Alors, aux nouveaux élus qui tout à l'heure ont été cités, je le dis, ils vous inviteront dans leur loge aux grands événements sportifs et culturels. Ils vous feront goûter aux merveilles de la cuisine française dans les restaurants étoilés. Ils vous laisseront même penser que vous appartenez au même monde qu'eux, celui des gens éclairés qui connaissent la marche du monde et qui savent qu'elle est forcément inégalitaire. Ils tenteront de corrompre vos esprits en vous incitant à partager un intérêt supérieur qui, comme par hasard, coïncide très exactement avec leurs intérêts propres. Alors, je le sais, vous leur répondrez. Vous leur répondrez en effet, il faut créer des richesses avant de les redistribuer. Mais le capital, lui, se transmet principalement par héritage et ses titulaires prennent rarement des risques quand ils ne sont pas calculés. Dès que leur placement rapporte moins, ils sont toujours les premiers à quitter le navire. Et quand il s'agit de nouvelles odyssées industrielles à lancer, eh bien là, quand il faut réaliser de nouveaux travaux de recherche, c'est toujours vers l'État que ces industriels se retournent. Oui, c'est vrai, il faut rémunérer le talent. Mais qui, honnêtement, peut justifier des écarts de salaire? Je reprends une expression pourtant plutôt chiracienne, mais qui sont abracadabrantesques. Les revenus des salariés fondent avec l'inflation. Pendant ce temps-là, les patrons du CAC 40, toujours eux, se voient accorder des rémunérations extravagantes qui ont, tenez-vous bien, doublé en 2020 pendant la crise sanitaire. Mais dans ce pays, qui crée la valeur? Le dirigeant, sans aucun doute, mais avant tout, ce sont les milliers de salariés et de femmes et d'hommes qui chaque matin se lèvent, qui inventent, qui produisent, qui commercialisent. Et ce que ne veulent pas entendre les puissants, c'est cet appel à l'exemplarité auquel plus personne ne peut se soustraire. Le débat qui s'est installé sur la régulation nécessaire des jets privés en témoigne. À ce titre, d'ailleurs, je trouve terrible d'avoir vu le président sursauter au mot même de régulation, prononcé par le ministre des Transports dans son propre gouvernement. Régulation. Bon. Comme si ceux qui polluent, eh bien, ceux qui polluent le plus ne devaient pas être aussi ceux qui contribuent le plus, alors qu'aujourd'hui, ils contribuent le moins à la bifurcation écologique nécessaire. Les catastrophes climatiques se multiplient. Canicules, sécheresse, assèchement des zones humides, incendies de forêt, orages violents, tempêtes, inondations, glissements de terrain. La France, l'Espagne, le Portugal, l'Algérie, le Maroc, tout le bassin méditerranéen subit de plein fouet l'accélération du réchauffement climatique. C'est à chaque fois des conséquences en chaîne, un infernal et saisissant jeu de dominos. Des catastrophes qui touchent désormais chacun d'entre nous dans sa propre chair. On l'a vu en Gironde, dans les Landes, le Jura, en Aveyron et même en Bretagne. Et je tiens à saluer la mobilisation des conseils départementaux, des communes et des forces de secours qui se sont dévoués nuit et jour pendant des semaines entières. Et d'ici
une vingtaine d'années, ce sont plusieurs centaines de millions d'habitants du bassin méditerranéen qui seront considérés comme pauvres en eau. Et l'eau, chacun le sait ici, c'est la vie. Le débat sur les mouvements migratoires n'a aucun sens pris indépendamment des ressources et des conditions de vie de tous nos voisins. Ce ne sont pas des barbares qui rêvent de toucher le RSA, comme certains l'affirment, qui franchiront demain la Méditerranée au péril de leur vie. Ce seront des dizaines de millions de familles qui prendront la route de l'exil pour fuir les nouveaux déserts, abandonnant ce qu'il leur reste pour tenter de survivre. Parce que depuis la naissance de l'humanité, les femmes, les hommes, les enfants se déplacent au gré des conditions climatiques et des conflits de territoire qui souvent en nourrissent les causes. Alors, le débat ne portera plus sur les ports que le gouvernement ferme à un Aquarius. Le gouvernement nous dit vouloir prochainement un débat sur l'immigration. Eh bien, nous y sommes prêts, mais traitons-le vraiment jusqu'au bout. Traitons aussi les causes de l'émigration à venir. Traitons la question du réchauffement climatique. Parce que vous connaissez la célèbre série Game of Thrones, qui commence par cette annonce « Winter is coming ». Pour nous, l'alerte que nous refusons d'entendre, c'est plutôt « Summer is coming ». Mais chacun ici le sait, ce que je viens de décrire n'est pas le scénario d'une dystopie pour une plateforme de streaming vidéo, non. Il s'agit d'une réalité déjà mesurable. Et l'été que nous venons de vivre en a fait la démonstration. Il est même possible, probable, que l'été que nous venons de connaître soit le plus frais du reste de notre vie. Et il y a quelque chose de consternant à ce que les années passent avec les mêmes récurrences. Le sentiment d'un jour sans fin, avec ce même questionnement lancinant. Quel monde allons-nous laisser à ceux qui nous survivront? Et rien ne se passe. Les forces d'inertie sont toujours les plus fortes. Il m'arrive de penser que nous habitons la 4e planète visitée par le Petit Prince. Faites appel à vos souvenirs ou à vos lectures récentes avec vos enfants. La 4e planète visitée par le Petit Prince, c'est celle du businessman. Le businessman, il compte, et il recompte, et il compte encore, et il recompte toujours ce qu'il possède, en réaffirmant à chaque interruption du Petit Prince qu'il est lui, il est un homme sérieux. À cette logique des gens qui se pensent très raisonnables et qui confirment parfois à l'absurde, le Petit Prince oppose, lui, la relation qu'il entretient avec sa fleur, une rose. Posséder pour lui, c'est être utile. Alors, est-ce que notre monde est vraiment sérieux? C'est la question aujourd'hui que nous posent tous les petits princes et auxquels nous répondons que nous ne voulons pas être dérangés dans nos comptes. Alors oui, cette transition va coûter cher, très cher. Mais comment expliquerez-vous, comment expliquerons-nous que nous avions connaissance de la 6e extinction de masse et que nous n'avons rien fait? Comment justifierons-nous notre indolente procrastination? Comment expliquerons-nous que nous avons mis autour de 200 milliards d'euros sur la table pour la crise sanitaire parce qu'elle menaçait notre activité immédiate, mais que nous n'avons pas su en faire autant pour préserver le monde d'une catastrophe supérieure? Comment expliquerons-nous que le plan de relance n'a même pas été conditionné à la résilience climatique? Comment démontrerons-nous que notre créancier principal n'était pas le climat, mais les fonds de pension? Bruno Le Maire, les 2 pieds sur les freins, nous explique que la dette française a atteint la cote d'alerte. Mais de quelle alerte et de quelle dette devons-nous nous traiter prioritairement?
Cette dette climatique, elle ne se remboursera jamais. Si nous la laissons en héritage à nos enfants, ils la paieront sans fin. Et notre responsabilité, elle est là. Alors oui, assez de relativiser, assez de ces justifications faciles où l'on ne dénombre que nos propres émissions de gaz à effet de serre sans y ajouter nos importations pour mieux nous déculpabiliser. Délocaliser la pollution, ce n'est pas une réponse, c'est une hypocrisie. Et donc assez d'inaction au motif que seuls nous ne viendrons pas à bout d'un phénomène mondial. Si personne ne donne l'exemple, chacun trouvera toujours la justification dans l'immobilité du voisin. La réalité, c'est que l'Occident, par son avance industrielle et technologique, a davantage contribué à l'Anthropocène que tous les autres continents. Et c'est de Paris que sont nés les accords de la COP 21. Et donc il y a maintenant là un message universel à défendre que la France, oui, que la France doit servir. Alors oui, il faut planifier un effort massif de transformation de notre économie. Oui, il faut plaider pour la sobriété énergétique. Oui, il faut mettre les moyens massifs d'une rénovation thermique des logements. Oui, il faut manger mieux et plus local en favorisant nos éleveurs et nos agriculteurs. Oui, il faut rénover notre réseau d'eau parce que nous perdons chaque année, nous gaspillons chaque année 1 milliard de mètres cubes d'eau potable. Et oui, il faut des écluses aux frontières de l'Union européenne pour faire payer l'empreinte carbone aux produits importés. Oui, il faut déployer comme jamais les énergies renouvelables en attendant d'atteindre le rendement nécessaire. Le parc nucléaire, lui, doit être non pas prolongé, prolongé tant que nous n'avons pas réussi à atteindre la maturité avec les énergies renouvelables et le faire avec le grand carénage. Oui, il faut équiper le territoire de points de recharge pour accompagner le passage aux véhicules électriques. Oui, c'est vrai, gérer les déficits, c'est important. Mais préparer l'avenir, ça ne l'est pas moins. Et si le gouvernement cherche à faire baisser nos déficits, il y a 80 milliards qui échappent chaque année à l'impôt par la fraude. Le total des redressements notifiés a baissé pendant ces 5 ans de 20%. Le nombre même des vérificateurs n'a cessé de baisser alors qu'ils font face à des armées de fiscalistes. Alors si le gouvernement cherche des astuces, des conseils, des pistes, eh bien la solution prioritaire, ce n'est pas la poche des Français, c'est d'aller chercher l'argent là où il se trouve en luttant efficacement contre la fraude. Et c'est ce que nous ferons ensemble avec toute la gauche, avec la Commission des finances, dès les prochaines semaines. Ces combats en faveur de la bifurcation, pour un partage des profits, pour une République du travail, ces combats sont des combats socialistes. Il y en a tant d'autres. Je ne pourrais pas tous les citer. J'aurais pu en citer quelques autres. L'école du zéro décrocheur, qui garantit la réussite de toutes et tous. N'est-ce pas, Yannick? La lutte contre les déserts médicaux et la défense de l'hôpital public si maltraité. La lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes. La mise en place d'un bouclier logement. La lutte pour rétablir une police républicaine de proximité. Mais je dois me résumer. Alors, que portons-nous en tant que socialistes? Au XIXe siècle, la grande question était celle du régime politique. Monarchie, empire ou démocratie. Au début du XXe, la question sociale s'est imposée à son tour. Et c'est l'immense Jaurès qui fut l'auteur de cette synthèse, invitant ses contemporains, et nous, derrière lui, derrière eux, à mettre en place la République sociale. En ce début du XXIe siècle,
s'est ajouté l'impératif écologique. Et c'est à nous maintenant, désormais, de porter cette nouvelle synthèse pour une République sociale et écologique, parce que tout se tient. C'est dans le refus de l'exploitation jusqu'à la prédation par quelques-uns du travail et de la nature qu'est né le socialisme. Elle est là notre mission historique. Elle porte un nom simple, celui de justice. Oui, justice. Et notre engagement inconditionnel européen est lié aussi à cette volonté. Parce que nous croyons que c'est l'espace dans lequel peuvent se programmer les investissements. C'est l'espace de la protection aussi bien militaire que monétaire. C'est le vecteur d'une action internationale pour le climat et la coopération. C'est l'espace de partage des valeurs et d'un mode de vie que nous avons contribué à forger avec les socialistes européens, les travaillistes, les sociodémocrates, et même imparfaite. L'Union est un acquis qui a permis d'organiser la paix entre des pays qui n'avaient cessé de rivaliser auparavant par la violence et par la guerre. Elle est le continent, l'unique continent au monde où se conjuguent à ce niveau liberté et protection. Et dans un monde où les tensions identitaires et religieuses s'exacerbent, l'Europe doit demeurer un pôle de stabilité et d'entraînement. La guerre en Ukraine n'est pas un simple conflit territorial. Il est aussi pour nous la défense d'un idéal démocratique. Vladimir Poutine entretient en Russie un désir de revanche. Le démantèlement de l'Union soviétique est présenté comme une humiliation et la volonté de reconstituer l'Empire comme un objectif. Et longtemps, les Européens ont sous-estimé sa détermination et ont avancé en ordre dispersé face à un géant que l'on croyait affaibli et dépendant de ses échanges commerciaux. L'Union européenne a, dès le début de la guerre, heureusement, réagi vite et de manière coordonnée. Mais il faut que cette soudaine prise de conscience débouche sur une évolution plus profonde, une évolution de notre façon de penser l'Europe. Elle doit se vivre comme une puissance et non pas seulement comme un marché. Une puissance qui n'attend plus la protection d'un parapluie qui s'ouvre ou se ferme en fonction des alternances outre-Atlantique. Alors oui, à tous les niveaux, nous devons donc défendre l'idéal démocratique, défendre les biens communs, corriger les inégalités, renouer avec la justice comme mesure. Voilà notre vocation. Cette exigence de justice, nous la portons pour nous-mêmes, mais nous la portons aussi au sein et avec nos partenaires de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. La NUPES. Je mesure combien conclure cet accord de coalition n'avait rien d'une évidence. Ni pour nous, c'est vrai, mais ni pour les insoumis qui n'avaient pas prévu initialement de nous inclure dans leur coalition. Certains parmi nous ont soutenu l'initiative dès le début. D'autres l'ont considérée après réflexion comme la seule voie possible. D'autres, enfin, ont considéré que ce n'était pas la voie à emprunter. Entre nous, les échanges ont été vifs. Et il n'était pas illogique qu'ils le soient. Nous sommes un parti dont la pierre angulaire est le débat démocratique. Et je sais aussi, tout à l'heure, Pierre l'a rappelé, je sais aussi le traumatisme qu'il a pu représenter pour de nombreux militants dans des fédérations qui n'avaient pas de candidats dans leur département. Je mesure aussi le sacrifice
de candidats qui s'étaient préparés, parfois depuis de longues années, et qui légitimement pouvaient penser qu'ils auraient pu réussir dans le cadre de l'accord, là où d'autres ont échoué. Mais cette coalition est inédite. Jamais la gauche et les écologistes, dans ce format-là, n'avaient été rassemblés dans ce périmètre depuis le gouvernement de Lionel Jospin. La réalité est même que la France insoumise, ou avant elle, pour être plus précis, le parti de gauche, avait été créé pour se substituer au Parti socialiste. Et je comprends qu'après tant d'années de controverses, parfois caricaturales, les traces laissées par nos affrontements soient difficiles à dépasser. C'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour tous les autres. On ne passe pas de frères ennemis à frères de sang l'espace d'une nuit. Mais ce que je sais aussi, c'est que cet accord a permis une clarification. Avec cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous avons explicitement signifié aux Françaises et aux Français à quel bloc nous appartenions. Nous avons tous ensemble réveillé l'espoir, quand bien même nous ne l'avons pas emporté. Ce que les gens ont retrouvé avec la NUP, c'est la fierté, l'orgueil peut-être même d'appartenir à quelque chose de grand, quelque chose qui donne envie de s'engager, de défendre en commun des projets et une façon de vivre ensemble. Alors ce choix, je le revendique parce que la NUP est le cadre du rassemblement de la gauche et des écologistes. Il n'en existe aucun autre. Elle est le cadre pour ramener la gauche au pouvoir. Et la gauche, la NUP, n'est pas un bloc monolithique comme la caricature que d'autres en font parce qu'ils sont pressés d'en finir avec l'Union. Elle est une coalition au sein de laquelle chacun conserve sa liberté, mais où chacun doit s'astreindre aussi à un échange sincère et loyal. Elle est un récit en construction dont chacune de ses composantes partage une part de la responsabilité. Je le dis, le débat entre nous ne devrait jamais, oui, jamais être de savoir si nous sommes pour ou contre le rassemblement de la gauche, mais de savoir ce que nous pouvons apporter au reste de la gauche, parce que c'est en rendant la gauche plus forte que nous serons nous aussi plus forts. C'est ainsi que nous serons à nouveau entendus. C'est ainsi que nous serons à nouveau utiles aux Françaises et aux Français qui ont apporté leur suffrage aux candidats de la coalition en juin. C'est ainsi que nous irons rechercher ces millions de Françaises et de Français qui ne sont pas venus parce qu'ils ne croient plus en rien, parce qu'ils ne croient plus en la politique. Ils n'en croient plus, surtout en cette politique qu'ils voient comme un jeu fermé entre initiés qui se disputent le pouvoir et ses privilèges. Alors, je ne minore pas nos débats, mais j'ai l'intime conviction aussi que le moment est venu de les dépasser et que ce moment, c'est maintenant. Les urnes ont parlé, les Français se sont exprimés. Qui mieux que les Français comme juge de paix? Je lis, j'entends ici ou là que ce seraient nos alliances qui nous priveraient de notre capacité à gouverner à nouveau. Mais par quel aveuglement ou par quel chemin peut-on parvenir à un tel raisonnement? Que la droite, sous toutes ses formes, politiques, intellectuelles, médiatiques, tienne ce discours, je le comprends. Cela sert son dessein. Pour elle, la gauche n'est jamais, mais vraiment jamais aussi belle que quand elle est irréconciliable. Et ses qualités ne sont jamais autant valorisées que quand elle est impuissante à les mettre en œuvre. Alors, qui, sérieusement, parmi nous, peut proposer de revenir en arrière? Et pour faire quoi? Si ce n'est pas avec le reste de la gauche, avec qui alors?
si l'alternative n'existe pas, alors il faut maintenant se rassembler. Parce que par quel miracle, un parti socialiste divisé pourrait-il fédérer au-delà de ses propres rangs? Nous devons aborder le temps qui s'ouvre avec un souci d'unité qui a toujours été aussi notre force. Nous avons la chance de compter dans nos rangs le plus grand nombre de parlementaires à gauche, Assemblée et Sénat ajoutés. Nous comptons des présidentes et des présidents de régions, 30 départements, le tiers des maires de villes de plus de 100 000 habitants, 100 maires dans les villes de plus de 30 000 habitants. Et je ne sais même pas dénombrer les maires de villes et de villages qui maillent nos territoires ruraux et périurbains. Nous avons des fédérations dans tous les départements. Et même si notre parti est affaibli, il compte dans ses rangs des milliers de militantes et de militants loyaux et désintéressés qui sont investis partout sur le territoire. Alors, nous avons besoin d'un parti puissant, parce que sans un parti socialiste puissant, la gauche manquera toujours la dernière marche. Alors, militants, élus, les prochains mois doivent être ceux de notre renforcement, en recontactant toutes celles et ceux qui nous ont suivis dans nos campagnes, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à toutes celles et ceux qui sont dans vos voisinages. Dites-leur, venez renforcer le Parti socialiste et venez travailler avec nous au rassemblement de la gauche et des écologistes. Pour être majoritaires, nous devons travailler à rendre possible des convergences plus larges en trouvant aussi dans la société civile, organisée, syndicats, associations, ONG. Nous devons redevenir, ça a été dit de nombreuses fois pendant ces 2 jours, par toutes et tous, redevenir un débouché possible à leurs revendications. Reconstruisons avec eux des combats communs, à la lumière de ce que beaucoup font déjà dans notre collectivité. Nous avons commencé à le faire dans ce campus, en nous laissant interpeller par des porteurs de causes, issus du pacte du pouvoir de vivre, du collectif Interurgence, de la Fédération des acteurs de la solidarité ou des nouvelles figures de ceux qui pensent que la gauche est son avenir. Je veux les remercier aussi et leur dire que pour nous, ce n'est qu'un début. Nous enrichirons ce que nous sommes tout en alimentant le projet partagé sur lequel notre accord de coalition est fondé. Ce projet est un point de départ parce que le monde bouge et que nous ne resterons pas figés. Et nous avons vocation, nous, comme les autres, à le nourrir par nos propositions, avec le bouclier logement, le Toxiscore, la lutte contre les déserts médicaux, l'école du zéro décrocheur, le rétablissement de la police de proximité, le partage du pouvoir pour partager le pouvoir dans l'entreprise. Sur ces enjeux, comme sur d'autres, nous avons des propositions à faire valoir et des contributions à apporter. Avec le projet de référendum d'initiative partagée, il nous faudra, dès les prochains jours, retourner les uns et les autres, convaincre les Françaises et les Français que nous pouvons déjà imposer une inflexion au gouvernement. Et ce que je vous demande, cadres, militants, élus, c'est de retourner là où plus personne ne va, là où la politique est reçue avec indifférence, pour nous laisser interpeller, puis engager le dialogue et faire entendre ces positions de la gauche unie. Et je le ferai à vos côtés. Voici les tâches qui nous incombent pour les prochains mois et les prochaines années, pour être à nouveau entendus des Français. Parallèlement, nous approfondirons la réflexion entamée ici sur notre façon de militer, de nous organiser, de débattre ensemble, de choisir ensemble, d'aller vers les autres. Reprenons contact avec nous-mêmes, renouons avec notre histoire, retrouvons le souffle qui nous a poussés à l'engagement, reconquérons notre propre souveraineté, réidentifions la force au plus profond de nous-mêmes tout en gardant le souci de la mesure. Voilà ce que je croyais nécessaire, voilà ce que je crois nécessaire. J'achève mon propos. Dans 5 ans, la droite
macroniste aura gouverné 10 ans. 10 ans à surfer sur les crises sans jamais traiter des causes. Le désir d'alternative culminera. Et cette alternative, c'est à la gauche de l'incarner. Mais je sais bien qu'ici, chacun le pressent. Rien n'est acquis. Nous avons 5 années pour éviter le pire. L'extrême droite a obtenu la caution institutionnelle de la République en marche qu'elle n'avait même pas espérée. Elle a obtenu de celui-là même qui avait bénéficié à 2 reprises du Front républicain de repousser le plafond de verre qui jusqu'ici s'imposait à l'extrême droite. Emmanuel Macron a offert à Marine Le Pen ce qu'elle désirait le plus, la notabilité et la respectabilité. Les ténors macronistes se sont relayés pour la dédiaboliser et diaboliser en retour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ils ont fait à l'Assemblée ce que ni le Bundestag ni le Parlement européen ne leur avaient accordé. Ils sont allés jusqu'à leur ouvrir les portes de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Ils ont brisé les digues, ils ont ouvert des brèches dans le front républicain. Et à la défaite électorale, Emmanuel Macron et son camp ont ajouté la défaite morale. Jusqu'alors, la victoire de l'extrême droite nous paraissait, en réalité, irréaliste. C'était tellement vrai que jusqu'ici, toutes celles et ceux qui concouraient à l'élection présidentielle ou même bon nombre d'élections intermédiaires, tout le monde pensait que la victoire était acquise au soir du premier tour, à partir du moment où l'autre figure du second tour était Marine Le Pen et l'extrême droite. Mais je vous pose la question, les yeux dans les yeux. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui ici est prêt à se hasarder à reproduire un tel pronostic? Eh bien, à force de banalisation, effectivement, à force de dédiabolisation, les Français sont chaque fois plus nombreux à se dire qu'après tout, il est peut-être temps d'essayer de leur donner une chance. Mais pour qui serait-ce une chance? Pouvons-nous, nous, socialistes, nous, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, pouvons-nous prendre la responsabilité de laisser le terrain à ceux qui affirment tout haut, comme le fait Louis Alliot, que les syndicats sont les croque-morts du monde économique et du monde du travail? Pouvons-nous laisser prendre la responsabilité de laisser le terrain à ceux qui piétinent les droits des travailleurs et ceux des plus modestes, tout en prétendant les défendre comme le fait le Rassemblement national? Qui parmi nous prendra la responsabilité de laisser s'institutionnaliser la discrimination, oui, la discrimination dans la loi, avec l'adoption de la préférence nationale? Pas nous! Je le dis ici, pas nous, c'est nous, la gauche, qui sommes l'alternative. C'est nous qui devons la construire, c'est nous qui devons mener la bataille culturelle contre la pensée empoisonnée de l'extrême droite qui contamine aujourd'hui la droite, les droites sur l'immigration comme sur le revenu d'assistance. C'est nous qui devons montrer et prouver sans relâche qu'il existe un autre monde possible, une autre république sociale, démocratique, écologique. Nous en avons les ressources, nous en avons aussi la force. Alors je compte sur vous comme vous pourrez compter sur moi. Vive les socialistes, vive la gauche rassemblée au sein de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Vive la République et vive la France. Merci.
alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.